Bon, une vidéo rapide comme ça, mais parce que du coup je suis à la Villette et je sais pas, il y a un vélo là. Je sais pas si on voit le vélo. Un vélo qui est enfoncé dans le sable et c'est marrant parce que la Villette, il y a un côté, je trouve, un peu village un petit peu utopique, côté Lego. Tu sais, quand j'étais petit, moi j'aimais bien ce truc-là. Parce qu'on avait visité une ou deux fois avec mes parents. Et la boule comme ça, un peu, type futuroscope là qui est là-bas là. Je sais pas si on la voit là. Là, ouais. Et toutes ces architectures comme ça, un peu futuristes, côté bricoleur, inventeur. Et en même temps, je vais là et puis moi je me dis, bah ouais, mais bon, à quoi bon? C'est toujours la même chose. Parce que je regardais les horaires d'ouverture du Fab Lab, mais puis il n'y a pas trop d'événements, puis en même temps je me dis, bah ouais, mais bon, le Fab Lab, ok, mais pourquoi faire? Enfin, parce que bon, voilà, il y a tous ces outils technologiques, un peu ce côté joujou, un peu, voilà, ce côté waouh, on peut jouer avec, faire du code, faire des robots, etc. Mais en fait, il peut y avoir un ennui qui arrive aussi assez vite en disant, mais ok, mais pourquoi finalement, qu'est-ce que je cherche là-dedans? Toujours c'est une sorte d'occupation, toujours, hein, une espèce de manière de ne pas se confronter à ce qui nous intéresse. Enfin, pas se confronter à quelque chose qui est peut-être plus profond que ça, je sais pas. Là, du coup, ça fait plus sens, quoi. J'ai l'impression que c'est comme, je sais pas, ces clubs vidéo des gens qui, alors c'est très bien, hein, mais des gens qui se réunissent pour faire du modélisme et puis pour, voilà, ils se réunissent et puis ils font du modélisme ensemble. Mais en fait, ça, il n'y a pas d'autre portée que ça, quoi. C'est juste, on s'occupe, quoi. Il faut bien vivre, il faut bien s'occuper. Ce truc-là de faut bien s'occuper, quoi. Un truc que m'ont dit souvent mes parents d'ailleurs. En me disant, tu t'ennuies pas? Tu t'ennuies pas, c'est bon? Parce que si tu t'ennuies, bah on va faire un puzzle pour pas s'ennuyer, quoi. Donc c'est encore plus ennuyant un puzzle ou un jeu de société, quoi. Toujours ce truc-là de s'occuper, en fait, d'occuper le temps, en fait. On s'ennuie, alors on va essayer d'occuper le temps en faisant un truc qui ne passionne pas vraiment, mais qui est quand même une manière de combler le temps, quoi, mine de rien. Et là, je ressens un petit peu ça, en fait. Et c'est vrai que c'est ce truc-là de, bah oui, en fait, il y a... ça peut peut-être s'opposer à, je sais pas, une sorte de flow ou un truc, ou quelque chose d'un seul coup qui fait sens. Quelque chose qui permet de chercher quelque chose de beaucoup plus loin, en fait. Quelque chose qui nous ronge, en fait. Quelque chose qui nous touche parce que ça provoque en nous quelque chose de très violent, de très puissant, quoi. Comme l'est, par exemple, je sais pas, une relation amoureuse... qui est pas juste un truc comme ça pour s'occuper, pour passer le temps, quoi. Quelque chose qui nous tient, quoi, en fait. Je crois que c'est ça qui m'intéresse aussi, quoi. Parce que je me dis un truc aussi, je me dis, en fait, chez mon père, c'est un contexte particulier, et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à m'ennuyer, quoi, en fait. Dans un espèce il y avait un peu rien à faire, alors on lisait quand même beaucoup de livres, quand même, c'était ça, mais beaucoup de mangas à côté, mais un truc où, ouais, on était un peu livrés à nous-mêmes, mais en même temps, sans aucune direction qui était portée quelque part, quoi. Même à la campagne aussi, chez ma mère, c'était ça un peu, et je comprends, je me dis en fait peut-être que cette recherche de quelque chose d'extérieur vient peut-être de là. Vient de cette... En même temps, je crois que cet ennui, on le ressent tous. Hein. Enfin, j'ai l'impression que dans toutes les familles, il y a cet ennui-là, un truc où on vit la vie simplement, on ne cherche pas à ce qu'elle ait plus de sens que ça, quoi. Peut-être que chacun, justement, après, par-dessus ça, trouve ses raisons d'exister, je sais pas, mais... Si on se lie qu'à ça, c'est un peu dur, quoi, quand même. Je crois que c'est juste une manière de combler quelque chose qui va pas, quoi. Mais peut-être pas, peut-être que c'est aussi un état de bonheur et que j'y ai pas accès pour d'autres raisons, je sais pas. Et en tout cas, c'est que là, cette période particulière de fin du diplôme, là,
elle me plonge un peu là-dedans aussi, dans un état un petit peu que faire, quoi, que faire, comment mettre du sens sur quelque chose. Et heureusement que je peux en parler là, du coup ça permet de le structurer, mais c'est très riche. Hein. Il y a différentes choses, du coup, ce que je vois du coup, c'est qu'en fait, dans cet ennui-là, c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière ça. Si on fait quelque chose, c'est qu'il y a quand même toujours une sorte de souffrance, il y a un truc quand même qui peut toujours être creusé, quoi. Notamment à travers des techniques spirituelles, en fait, de pouvoir creuser quelque chose de plus profond. Comment atteindre quelque chose de plus profond encore que ça. Ça, c'est possible aussi, je crois. Dans l'étude aussi, dans plusieurs choses. L'étude permet ça, hein, l'étude aussi. L'invention, mine de rien, mais une invention qui fait sens, une invention qui... En fait, faire des robots, faire des Fab Labs, quoi, c'est pas intéressant en tant que tel. C'est intéressant quand ça s'ancre dans quelque chose qui fait sens par rapport à ça. Là, je me dis par exemple que, voilà, féminiser la technologie, par exemple, ou en faire une technologie spirituelle, par exemple, c'est quelque chose qui m'intéresserait, quoi. C'est un terrain à découvrir qui pourrait faire sens, en fait, qui pourrait d'un seul coup, waouh, s'ancrer dans un truc. Je regardais des podcasts aussi de gens qui font un peu du développement personnel, tout ça, et plein de choses en fait. Il y en avait un qui parlait du fait qu'il cherchait sa passion en fait, et puis en fait il la trouvait pas, et puis c'est au moment où il a arrêté de la chercher, il se rendait compte qu'il n'avait pas de passion. Et c'est au moment justement en fait où il a arrêté de la chercher que quelque part que les choses sont faites un peu d'elles-mêmes. Et qu'il se disait ça sert à rien de chercher sa passion d'abord, il faut d'abord expérimenter les choses, quoi, puis après on voit celle qui nous plaît ou pas, mais la passion on peut pas la connaître tant qu'on la vit pas en fait, tant qu'on la rencontre pas en se laissant porter par ce qui peut arriver, quoi. On peut pas savoir à l'avance ce qui nous plaît en fait. Pour ça il faut l'expérimenter, quoi. Il faut dans ce rapport au flow, ce rapport à l'enfance, quoi, un peu. J'aime bien ce truc là. J'ai envie de dormir, je crois. Je crois que j'ai un truc où là je me force à parler, ça va pas du tout. Je sais qu'il va falloir que j'arrête de parler pendant un temps, parce que ça sert à rien en fait que je dis là. Je peux essayer juste de me remémorer les podcasts que j'ai vus parce qu'ils étaient comme bien. Il y en avait un sur l'apprentissage, où elle disait que cette femme qui disait qu'il allait bientôt avoir plus de boulot et qu'on va être dans le vide emploi. Et j'aime bien ce terme de vide emploi. Mais ça me plaisait pas trop parce qu'elle en faisait à la fois elle théorisait une forme de monde sans travail, et en même temps il y avait ce truc là de quelque part de oui, mais quand même on va continuer à hiérarchiser les gens sur leur intelligence, et donc du coup il faut se préparer à ça, en fait il n'y avait pas une conception du tout d'émancipation, hein. C'était vraiment toujours un modèle libéral, quoi. C'est un peu chier là-dessus. Et puis ça prenait pas en compte du tout on va dire qui possède les machines. Enfin bon, c'était très naïf en fait, comme tout. Pourquoi pas. J'ai écouté aussi un podcast sur le genre, notamment sur la grève du genre, qui était très intéressante. Parce que du coup, c'était penser le genre comme travail et pas comme performance, comme chose qui se performe. Et en effet, c'est intéressant parce que du coup, ça l'amène sur un terrain d'oppression, sur un terrain justement où c'est pas simplement une bonne volonté, mais ça se lie à des affects ça se lie à une oppression politique. Et puis
sur l'homosexualité qui disait que en fait voilà, on a plein de stéréotypes et que on proposait aux gens de dessiner pour eux ce que c'était qu'un homme homosexuel et un homme hétérosexuel. Et qui disait ce truc là qu'en fait on a des stéréotypes qui arrivent en tête en premier lieu. Et que même si on les efface, eh bien ils sont là ces stéréotypes. Et c'est en fait c'est ça qui construit le reste. Et je suis d'accord avec ça en fait, parce que c'est complètement ça. C'est-à-dire que c'est pas une question de bonne volonté ou de se... Parce que je sais pas, moi quand on dit ça, enfin c'est toujours très surprenant quand on dit ouais mais je suis homo et puis d'autres personnes disent ah mais tu sais moi j'ai rien contre les homos, je suis quelqu'un de très, je suis pas homophobe du tout, t'inquiète pas, enfin ouais mais c'est pas le problème en fait, on s'en fout, enfin heureusement en fait, mais la bonne volonté ne suffit pas, c'est qu'en fait il y a quand même ce qui circule beaucoup d'ignorance, de préjugés, et de violence du coup en fait là-dedans. Et même si ça veut être caché, même si on veut l'éteindre, eh ben, c'est quand même là et ça circule quand même. Qu'on le veuille ou non en fait, c'est pas une question de bonne volonté. Donc ça c'est un truc qui s'apprend en fait justement. On apprend à déconstruire ce privilège-là. Faut pas simplement quelque part être dans une forme de neutralité, il faut s'opposer vraiment à la circulation des préjugés. Et pas essayer de les camoufler, mais au contraire les assumer et je sais pas comment on peut faire, mais voilà, faire en sorte qu'ils ne passent plus quoi. Au niveau inconscient vraiment aussi. Ça me gaffe, ça les gens pendant qu'ils jouent à la balle par exemple. Je faisais ça quand j'étais petit, je sais pas, j'avais pas trouvé de sens là-dedans. On lance la balle, on la récupère. Je crois que c'est une manière de faire des échanges avec quelqu'un peut-être. Une manière d'échanger un contact. Oui, c'est ça aussi. Hein. Ça me suffit pas en fait. Ça m'ennuie, je crois en fait. J'ai toujours senti une sorte d'ennui derrière ça. En fait, c'est comme s'il y avait ça, en fait, comme si quelque part, dans ce monde-là où les gens jouent à la balle, tout ça, enfin, en fait, on reproduit des schémas un peu nuls, stéréotypes, quoi, un peu des trucs où chacun est dans son rôle, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est les moments où c'est quelque chose qui change, quelque chose qui apparaît. Bonjour, est-ce qu'on est de la mention? Ah, non, merci. Excusez-moi de déranger. J'ai pas fait. Putain, c'est terrible, il y a des enfants qui vendent des bouteilles d'eau, quoi. Non, je sais pas. Bonjour, est-ce que vous pouvez pas? Bonjour, est-ce que vous pouvez pas? Non, merci. Bon. Donc, qu'est-ce qui vaut la peine de se faire de... C'est ça que j'aime pas aussi avec le discours de la fille là, qui parlait dans l'emploi. Elle disait, en fait, c'est comme s'il fallait que tout le monde soit toujours inséré, quoi. Il fallait que tout le monde trouve quelque part une utilité, quoi. Il y a un truc comme ça, un petit peu de style, nous les humains on servira plus à rien, mais en fait si on pourra toujours créer, on pourra toujours inventer quelque chose, donc du coup on pourra créer de la valeur, quoi. Toujours ce truc-là, cette angoisse de ne pas pouvoir créer de la valeur. Je trouve que c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'en fait il y a un mode de subjectivité, un mode d'individuation, qui se construit des moments où on se confronte à la mort. On sait qu'on va mourir et donc du coup c'est pas dit que qu'on continue à faire comme avant, quoi. Enfin, c'est... Parce que j'ai l'impression que quand on s'occupe, on s'empêche de se faire ça en fait.
quand on s'occupe, on se pose pas la question de qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, quoi. C'est un peu ça en fait. Parce qu'on pourrait faire n'importe quoi, on pourrait se dire notre vie c'est justement jouer à la balle, mais c'est comme s'il y avait vraiment cette confrontation là, cette confrontation à je vais mourir, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je vais en faire de ça. Et le mec il en parlait, il y avait un mec qui était ça aussi du coup dans les conférences TED parce qu'il cherchait cette passion, c'est qu'il s'était confronté à la mort en fait. Il avait eu sa mère qui était morte et ça l'avait beaucoup touché évidemment. Et en fait il s'était confronté à la mort à ce moment-là et puis il s'est dit qu'il voulait vivre il se rendait compte qu'il allait mourir et que du coup il fallait pas qu'il perde son temps, il fallait qu'il fasse des choses qui soient importantes, etc. Mais du coup en fait il cherchait du prestige, il cherchait pas à faire la vie qu'il veut mener, quoi. Et moi c'est un peu pareil, je crois que en fait c'est comme si j'essayais de chercher, je sais pas si c'est du prestige, mais en fait j'essayais quelque part d'avoir la vie la mieux et pas la vie ouais, j'essaie d'avoir la meilleure vie en fait, la vie où quelque part la vie parfaite presque un peu, la vie où j'aurais fait tout ce que j'aurais pu faire, quoi. Ce côté prestige peut-être, une vie prestigieuse, quoi. Une vie de performance, quoi. Je sais pas si c'est les bons termes, mais une vie améliorative, quoi. Donc en fait un petit peu comme si j'aurais été au bout de moi-même, quoi. Il y a un côté comme ça, j'aurais été au bout de ce qu'il fallait faire, quoi. Ce qu'il fallait faire, comme s'il fallait faire quelque chose. Au bout de mes peurs, au bout de tout ce que j'ose pas faire, je le fais, quoi. Il y a un côté comme ça. Mais du coup, je me laisse pas trop trépied quand même aussi. Il y a un côté manière aussi de me dire, quelque part, en fait, ma vie, je la dois qu'à moi-même et à personne d'autre. Et tout ce que je ne fais pas, je peux pas le faire, c'est pas grave en fait. Ça n'engage que moi. Ça, c'est un truc. Et si je veux passer le reste de ma vie dans une grotte ou à faire un travail ou à être, je sais pas, inconnu ou à juste être avec quelqu'un, puis voilà, en fait, ça regarde personne d'autre que moi, quoi. Et je crois que c'est ça en fait. C'est comme si quelque part je cherchais que quelqu'un, quelque chose me dise que ce que je fais c'est bien, que ce que je fais ça suffit, quoi. Mais quelque part je suis pas du tout c'est pas toujours ma vie. C'est comme si avec mon histoire aussi, mon histoire personnelle qu'il y a ça, il y avait une recherche de quelque chose qui passe dans un capital symbolique. Je crois que là je trouve un truc intéressant là. Je vais mettre un peu ailleurs parce qu'il fait très chaud. Ça c'est intéressant et en fait je suis pas maître de ma vie là. C'est pas moi qui décide ce que je fais de ma vie justement. Mon corps. Ma vie elle est prise dans quelque chose. Elle est prise dans quelque chose qui lui donne un sens, mais en même temps c'est quelque chose qui est lié à un manque. En fait. Alors quelque part je crois c'est possible quelque part que personne ne maîtrise du coup sa vie, on est toujours on fait que il est mignon le mec là, putain. C'est comme si je poursuivais une sorte de mission en fait, quelque chose comme ça. Il y avait une mission de... C'est ça en fait, encore une fois ce que m'a dit ma mère, hein, faire du mieux que je peux, quoi. Faut que je fasse du mieux que je peux. Mais c'est cette injonction-là qu'il faudrait que j'arrive à enlever en fait. Et peut-être qu'il faut que je l'enlève. Peut-être qu'il faut pas simplement que je m'interdise de faire du mieux que je peux. Enfin, peut-être qu'il faut pas simplement que je m'enlève cette obligation-là, mais que j'en trouve une autre, quoi. Parce que du coup, si je fais pas du mieux que je peux, qu'est-ce que je fais ? Faut pas faire du mieux déjà, faut faire du mieux que je sens, je crois. Faut faire ce qui est sur l'ordre du sentir. Faut que je fasse ce que je sens le mieux pour moi, ce qui est l'ordre de l'instinct,
ou ce qui est de l'ordre du coup d'un destin, je sais pas. Il faut que je suive quelque chose que j'ai à suivre. C'est quelque chose qui est de l'ordre du sentir. Donc du coup, qu'est-ce que je suis quoi? Ouais, je suis ce truc-là de faire du mieux que je peux. Et peut-être que j'essaie aussi de faire du mieux que je peux pour éviter justement pour éviter la catastrophe, mais pourtant elle est toujours là quoi en fait. Voilà, j'essaie de me battre contre quoi, je sais pas. Contre l'état du monde, contre la violence, pas mal de choses. Mais en fait je fais pas ça pour moi, je fais ça toujours pour dans une logique un peu militante de changer les choses. C'est un petit peu ça quoi. Mais en fait j'écoute pas mes propres besoins. Alors que je vais partir de là en fait. Bon, j'arrête là. Parce que je vais aller du coup voir la Philharmonie de Paris là avant que ça ferme. Mais faut que j'y pense à ça du coup. Cette vidéo ce serait quoi faire du mieux que je sens. Faire du mieux que je sens. J'imaginais un truc aussi, je me disais, je sais pas, j'étais dans le trajet là au vélo, je m'imaginais en fait un incroyable talent justement. Et donc du coup je passais à la télévision quoi, un incroyable talent. Et c'était des parce que voilà, quand j'étais petit je regardais ça et puis j'allais aussi au McDo, puis c'était toute la culture qui était là en fait. Et je me dis mais en fait j'étais un peu comme pris dans cette culture, un peu emprisonné dedans aussi, puis maintenant je veux m'en échapper en fait. Et puis en fait je sais pas, elle me dégoûte un peu, ou en tout cas je trouve qu'elle m'a collé à la peau, elle me colle encore à la peau, et en fait voilà, je veux pas ça quoi. Enfin, elle me plaît pas cette culture là en fait. J'ai grandi dedans, je dois pas m'en avoir honte, mais je l'aime pas. J'aime pas tout ça. J'aimerais l'évacuer en fait. Et je me dis, je pourrais, enfin, je sais pas, j'imaginais, voilà, t'as un incroyable talent, et puis faire une performance complètement incompréhensible, un truc un peu d'art contemporain, mais un côté dadaïste, quoi. Comme j'ai déjà fait un peu, hein, et voilà. Comme une manière de dire, voilà, j'en veux pas de votre truc. Et comment vous allez noter ça, quoi? Comment vous allez est-ce que vous allez buzzer ça? Est-ce qu'il va se passer? Mais pareil en fait, d'être très précis sur. Je sais pas si on me demandait par exemple de savoir comment je m'appelle, je dis bah je sais pas comment je m'appelle, j'ai pas de nom en fait. Et puis je suis pas sûr d'exister comme être unifié aussi, donc du coup à qui vous posez la question, hein, parce que il y a des muscles, il y a des points dans la matière, il y a du vide, il y a des bactéries. Qu'est-ce que vous appelez vous du coup? Qu'est-ce que vous m'appelez quand vous m'appelez en fait? Et voilà, essayer un petit peu d'attaquer tout ça, quoi, tous ces trucs là qui sont tellement en fait arbitraires. Enfin je sais pas. Donc faire ce que je sens quoi. Et je me disais en fait finalement parce que je voyais ça aussi dans les questions de transgenre aussi. Les transgenres ils ont l'air quand même de bouffer grave quoi, d'être dans un nœud politique très puissant là. Et j'aimais bien parce qu'en fait du coup ils avaient aussi une critique politique de ça en disant que dès le moment où les queers étaient pris pour faire de la valeur, en fait ils étaient réintégrés dans le marché, et que du coup ils étaient quelque part réifiés quoi. Une réification qui apparaissait. Et moi je me dis en fait je crois que
Et c'est ça en fait, c'est ça. Je voyais en fait, je voyais un discours d'une femme trans qui disait qu'elle voulait qu'en fait les femmes trans étaient comme tout le monde. C'était juste qu'elles avaient un autre genre, mais sinon elles avaient aussi des enfants, et puis elles allaient aussi à l'école, et puis elles avaient des études, et puis elles avaient un boulot, ça. Puis, ça peut être compliqué au moment où un coming out, mais sinon c'est pareil quoi. Et moi je me disais bah en fait non. Enfin, c'est bien en fait qu'elles puissent le vivre comme ça et que. Ok en fait, ok. Mais moi je me suis dit mais c'est pas comme ça que je vis les choses. Moi j'ai passé beaucoup de temps à essayer de m'intégrer, à me dire que dans la virilité, dans que je pourrais m'intégrer en fait dans cette société quelque part, et plus j'essaie de le faire, moi ça marche. Plus je sens en fait une espèce de violence, et je me dis mais quelque part je crois que je veux m'extraire en fait de la société. Alors, au début j'ai pensé m'extraire de l'humanité. Je me dis c'est un peu bon. Est-ce que l'humanité c'est pas déjà un concept un peu biologique, ou est-ce que c'est plus compliqué? Mais je crois que c'est ça en fait même ce qui m'intéresse dans l'art. C'est ces fuites qui sont là, les gens qui essaient de sortir de ça, et qui parlent de sortir de la norme de ce que c'est que l'humain, quoi, en fait. Et j'aime bien ces trucs-là, je crois. Je crois que je veux fuir, je veux sortir. Parce que je trouve pas d'intérêt là-dedans, en fait. Je trouve pas de. Alors peut-être qu'il y a une manière aussi, justement, de lier cette sortie avec la société, etc. Mais je sais pas si je vais être dans une opposition radicale, dans la destruction, en fait, de l'humain ou de l'humanité. C'est pas non plus une forme nihiliste, mais je crois qu'il y a un certain. Sans forcément vouloir me mettre en danger, ou vouloir rompre les ponts en une seule fois et refuser de manger. C'est pas ça. Mais il y a quand même cette volonté-là de. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est un certain écart, en fait. Je sais pas comment ça peut prendre forme, mais je ressens ça. Je ressens ce besoin de sortir de quelque chose. Peut-être dans le langage, dans le genre, dans l'art, dans un mode de vie, je sais pas, mais dans la temporalité aussi. En tout cas, il y a un malaise, quelque chose qui ne va pas, parce que je suis trop dans la société et je veux m'en éloigner, quoi, simplement. Donc, je veux sortir de quelque chose. Peut-être le rapport non humain, peut-être ce rapport non humain de. Je sais pas, dans l'art contemporain, il y a beaucoup de choses comme ça aussi. Hein, Bon. Comment j'ai appelé cette vidéo Que faire, que sortir, que dire, que voir, où aller. Où aller. C'est marrant aussi parce qu'à vélo, être à Paris à vélo, c'est très différent de voir en métro, je trouve. Parce qu'en métro, on se retrouve dans des quartiers qu'on ne connaît pas, enfin que moi je connais pas à chaque fois, donc j'ai l'impression que c'est toujours super grand, parce que c'est long. Et en fait, à vélo, du coup, je peux relier les différentes parties. Je me rends compte des distances, je me rends compte que Paris c'est grand, mais pas tant que ça. Ou en tout cas, je vois qu'est-ce qu'il y a entre les différents points de métro. Je suis pas perdu dans une ville ou désorienté. Au contraire, je commence à avoir une vision, une cartographie dans ma tête mentale. Et je me rends compte que. C'est pas que c'est pas si grand, parce que c'est grand quand même Paris, bien sûr, mais disons que je me rends compte de la géographie, donc du coup j'en ai une vision autre. Et je vois un petit peu que finalement. Voilà, moi il y a quelques restaurants que je repère, quelques lieux que je trouve intéressants, un peu différents, mais finalement ça se ressemble beaucoup aussi. C'est intriguant du coup en fait. C'est pas du tout la même chose de le faire à vélo ou en métro.
Bon, j'arrête là, je sais pas comment j'appelle ça, mais... J'ai soudain là une image en tête là de un documentaire qu'on a fait avec Mathias. C'est Mathias qui avait monté surtout qui travaille là-dessus, mais c'est la prise du serpent, je crois. Et en fait, dedans c'était, on voit cette image-là qui me fait un peu de peine. Une femme qui devait, il y avait la foule qui était là pour acheter ou pour tester un produit de SodaStream. C'était au festival de la bande dessinée. Donc un truc commercial quoi, à fond. Et puis il y avait une fille qui était là pour faire vendre aussi le produit et puis qui en fait, je sais pas, essayait de faire des blagues, essayait de faire semblant de jouer avec les enfants et d'être dans une position un petit peu enfantine de une personne qui allait essayer de... Ouais, et en fait il y a un moment justement où elle... en fait elle serpente un peu dans la foule comme ça pour essayer de faire peur en disant bouh comme ça. Et en fait on voit que c'est surjoué quand on voit qu'elle fait ça parce que c'est un travail simplement. Donc c'est comme si elle essayait d'imiter un espèce de jeu un peu innocent, alors qu'en fait elle fait ça parce qu'elle est payée quoi. Et ça se sent, on sent que c'est forcé. Comme les gens comme les hôtesses de l'air qui sourient, en fait on sent qu'elles n'ont pas envie de sourire mais elles le font quand même parce que c'est obligé quoi. Et là-dedans il y a un truc terrible quoi. Et je crois que ça rejoint cette question de la passion et de la performance aussi. De faire quelque chose pas parce qu'on en a envie mais parce qu'on y est obligé. Et je crois que c'est pareil pour ce que je vis aussi, ce fait-là de s'obliger à faire quelque chose. Donc ce serait quoi le processus inverse de ça? Le processus qui consisterait à mettre en place les conditions pour ne plus avoir à faire ça. C'est comme si quelque part il fallait sentir cette fausseté. Ressentir et quelque part avoir ce dégoût. Le dégoût du faux, le dégoût du... C'est quelque chose d'abject en fait, quelque chose d'abject là-dedans. Une violence symbolique, une violence... je sais pas quoi, mais... C'est la violence du faux quoi. Que tout ça c'est faux. On sent que toutes ces choses-là sont faussées, sont ennuyeuses et que nous-mêmes en tout cas là-dedans on n'est pas... Pas que c'est faux, mais c'est que la relation qu'on entretient avec ça c'est faux et donc du coup faut en changer quoi. Et vite, parce que... Enfin vite. On a le temps mais quand même on va mourir quoi. Donc c'est... Faut trouver autre chose pour être heureux quoi. C'est comme s'il y avait une sorte de... Voilà, sentir le faux. Sentir, donc il faudrait peut-être sentir le... Sentir le dégoût du faux, sentir l'abject du faux. Sentir le faux, sentir le faux.